le temps est très court pour parler de l'histoire du Niger. Donc peut-être que nous allons demander au professeur d'expliquer ou de nous donner quelques aperçus de l'histoire du Niger, peut-être très brièvement, pour aborder le thème de l'immigration. Bonsoir. Je remercie très sincèrement l'Arnibel qui m'a fait l'honneur de m'identifier parmi les nombreux spécialistes nigériens pour me faire le déplacement de Bruxelles et me faire l'honneur de vous retrouver, de parler avec vous. Effectivement, il m'avait été demandé de parler de l'histoire du Niger et j'ai prévu, puisqu'on m'a dit que c'est de midi à 16h, je me suis dit, ça fait 4 grosses heures, et en 4 heures, je pouvais largement parler de l'histoire du Niger, parce que je suis sûr que si ici on donne une feuille, on demande à tous ces gens-là de dire, à tout ce monde-là de dire c'est quoi l'origine du mot Niger, je ne suis pas sûr de trouver 5% de bonnes réponses. Il faut le faire parce que chaque fois qu'on parle du Niger, on voit Nigeria. Je me rappelle 1982, Séni Kountché, le président de l'époque, devait effectuer une mission en France. Une équipe conduite par l'Esténo Ibrahim est venue faire le micro-trottoir pour demander aux Français de passage s'ils connaissaient le Niger. Niger, la capitale du Nigeria. Niger, surtout qu'au Nigeria, il y a un État qu'on appelle l'État du Niger. Et dès qu'on dit Niamey, pour avoir fait le Canada, dès que nous disons Niamey, on dit Miami. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas, pour l'instant, su asseoir l'identité de notre pays. Et je pense qu'il est important, parce que chacun de vous est un ambassadeur du Niger. Malheureusement, j'ai constaté que l'informel du Niger existe en Belgique chez les Nigériens. De midi, on est à 16h. Et finalement, on me demande de continuer directement sur la question de la migration. Et je pense que quand on va finir, ce serait plus simple que les gens posent des questions sur l'histoire du Niger. Ça va nous permettre de tout faire en même temps. Parler de la migration est quand même assez complexe parce que la migration, embrassée dans toute sa dimension, est large. C'est impossible. Quel aspect de la migration faut-il aborder? Et parler de la migration devant des immigrés, des migrants, c'est encore plus compliqué parce que vous l'êtes. Vous l'avez vécu, vous la vivez. Moi, je n'en suis touché que par l'actualité et par la relation émotionnelle ou parentale qui me lie aux migrants. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit que dans la migration, il y a quand même 2 aspects qui sont mis au devant de la scène depuis un certain temps. Notamment, c'est la migration transsaharienne à travers le Sahara et la migration méditerranéenne. Mais je me suis dit que le Niger, notre pays, est essentiellement concerné d'abord par la migration transsaharienne qui, en grande partie, alimente la migration méditerranéenne. J'ai donc, de manière arbitraire, retenu de traiter du Niger de la migration transsaharienne. Je commencerai par dire une évidence. La migration est un phénomène séculaire qui remonte à l'aube de l'humanité. Depuis que l'homme existe, il y a eu la migration. Aujourd'hui, peut-être qu'on en parle, c'est devenu un enjeu, c'est devenu une préoccupation de l'agenda international. Et à travers les images qui sont servies sur les écrans de télévision,
il y a l'émotion, il y a les larmes de crocodile, il y a les indignations, il y a aussi les insultes. Il y a tout. Mais, en réalité, on ne regarde pas d'où on vient en tant qu'homme, en tant qu'humain. Alors, il est important de regarder cette question et, au regard surtout des drames qui se multiplient au quotidien, d'aborder la question de manière lucide pour s'interroger quelle est la place, le rôle du Niger dans la migration. À quel point la migration transsaharienne affecte-t-elle le Niger? À tort ou à raison, le Niger est déjà présenté comme étant un hub, une sorte de passage obligatoire pour la migration vers l'Afrique du Nord, vers l'Europe. Et nous avons dit que pour mieux expliquer, nous avons plutôt considéré que pour mieux aborder la question, qu'il serait bon de faire un petit tour sur l'histoire des déplacements humains. Peut-être qu'en le faisant, ceux qui jusqu'ici condamnent la migration peuvent se souvenir que les Africains, les Nigériens, ne sont pas les premiers migrants au monde. Il y a eu d'autres migrants. Alors, je commencerai donc par l'histoire des déplacements humains pour dire que la migration est un phénomène lié à l'humanité. La Terre a été tour à tour le domaine des poissons, des reptiles, puis des animaux. L'homme, je crois, doit être la dernière créature, la dernière création de Dieu. L'homme est apparu, pour certaines sources, depuis 1,5 million, depuis 2 millions, depuis 3 millions d'années. Si on fait la différence entre l'Homo sapiens sapiens et les primates, les australopithèques, qui sont ou qui étaient comme des hommes. Donc, l'homme est apparu et avec ses premiers outils, fruit de ses mains et de son cerveau, parce que la différence entre l'homme et l'animal, la différence première, c'est que l'homme réfléchit. L'homme a un langage articulé. L'homme fabrique. Quand bien même aujourd'hui, des chimpanzés aussi fabriquent, les gorilles fabriquent. Mais ils n'ont ni la pensée réfléchie, ni le langage articulé. Alors l'homme s'est découvert donc le maître de la création. Et la terre entière s'est offerte à lui, et de l'Afrique, son berceau. Je crois que c'est incontesté. L'homme est apparu en Afrique, il n'y a plus rien à dire. Les théories les plus régressives ont été abattues en brèche. Ça fait plus de débat. C'est donc de l'Afrique que l'homme a peuplé les régions, puisque l'homme est apparu, les premières traces, c'est surtout dans la vallée de l'Omo et le long du Rift plutôt. L'homme a bougé, il s'est déplacé. L'homme est arrivé jusqu'en Afrique du Nord, où à travers l'isthme de Suez, il allait coloniser l'Asie. L'homme est passé par l'Afrique du Nord, à travers le détroit de Gibraltar, l'homme a colonisé l'Europe. L'Europe, s'il vous plaît. Les traces les plus anciennes de l'Homo sapiens sapiens remontaient jusqu'à quelques années à l'homme de Cro-Magnon, 100 000 ans. 100 000 ans seulement. Alors que l'homme d'Oldové-Lucie a été daté à 1 750 000 ans et Toumaï du Tchad pratiquement à 3 millions d'années. Donc, l'homme
a pratiquement colonisé tous les continents. À travers la navigation, l'homme est allé dans les îles, en Amérique, avant que ce ne soit Amérique. Et par adaptation à son nouveau milieu de vie, l'homme s'est particularisé. Donc les différents hommes se sont différenciés. Le climat a fait qu'en Afrique, compte tenu de l'insolation du rayonnement solaire, l'homme pour exister avait besoin de mélanine, d'un écran de mélanine, pour survivre aux rayons ultraviolets. En Europe, compte tenu du climat tempéré, et même parfois polaire, l'homme n'avait pas besoin de cette mélanine. Et en fonction des endroits, les hommes se sont diversifiés, ont développé des langages différents, ont développé des pratiques, des modes de vie et des conceptions différentes de la vie et de la mort. Donc, l'homme a toujours bougé depuis qu'il existe, donc il a toujours migré. Mais les premiers hommes avaient comme caractéristique principale le nomadisme, le déplacement. Puisqu'à l'époque, l'homme vivait de pêche, de cueillette et de chasse. Il était condamné au déplacement perpétuel, à la poursuite des animaux, faciles à abattre, à la poursuite des fruits et des feuilles comestibles pour son alimentation. Chaque fois que les animaux dont il se nourrissait se raréfiaient, il était contraint de se déplacer. À chaque fois que les plantes comestibles se raréfiaient, il était contraint au déplacement. Donc l'homme de la période paléolithique était fondamentalement un nomade. Mais il est arrivé vers 7000 ans avant Jésus-Christ que l'homme, puisque c'est un animal de raison, un animal qui raisonne, que l'homme se soit rendu compte qu'au lieu de courir derrière les animaux, qu'il se rende compte que c'était les petits animaux qui grandissaient et qui devenaient sa proie. L'homme a initié l'élevage, la domestication de l'animal pour suivre son cycle d'évolution. Et l'homme s'est rendu compte également que les plantes là, qui lui produisaient les fruits, les feuilles comestibles, prenaient du temps pour grandir. Donc l'homme a domestiqué également la plante pour atteindre sa maturité, son cycle végétal. L'homme est devenu agriculteur et l'homme a commencé à se sédentariser. Se sédentariser et de l'homme prédateur, il est devenu producteur. Dans l'histoire de l'humanité, c'est la première révolution positive de l'humanité, la révolution néolithique. Mais quand on dit que l'homme du néolithique s'est sédentarisé, évidemment, la fixité, du moins la case, la hutte du premier sédentaire ne pouvait prétendre qu'à une fixité relative, puisque les gens cherchaient les meilleures terres, les meilleures plantes, les meilleurs animaux. Quand des hommes occupent un espace et que d'autres viennent pour le même espace, la guerre naît, celui qui a été battu est obligé de fuir, d'aller ailleurs. Il migre vers d'autres horizons. S'il trouve que d'autres ont déjà occupé, est-ce qu'il va renoncer? Non. Il va vouloir déposséder. Et l'homme a continué à bouger, l'homme a continué à bouger. Ainsi, l'homme s'est déplacé des bois vers la caverne, de la caverne vers la prairie, des zones asséchées vers les zones arrosées, des zones hostiles, austères, aux zones productives, aux zones riches. L'homme a toujours été sur le chemin de la migration.
Alors, c'est de manière schématique, de cette façon que se sont peuplées des différentes contrées d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique précolombienne. Les sociétés humaines se sont ainsi constituées, se sont enrichies des apports de nouveaux venus. D'autres ont subi la loi de la force de la conquête et ont vu leur évolution dramatiquement stoppée, leur mode de vie corrompu, leurs terres spoliées, leur liberté confisquée et parfois leur peuple esclavagisé, colonisé et parfois systématiquement décimé. Dans ce déplacement humain, je pense qu'il est important de faire la différence entre les migrations et les invasions. Et on peut dire que la migration, c'est ce déplacement, ce mouvement de l'homme qui, de manière pacifique, s'est effectué sans ébranler la société d'accueil. Progressivement, un individu est venu, ou deux individus sont venus, se sont installés, ils ont fait venir leur famille, ce qu'on appelle aujourd'hui le regroupement familial, où ils sont venus en horde avec des arcs, des flèches, des cailloux, des épées. Et là, dès que le groupe humain qui arrive prend l'ordonnancement d'une armée, ça devient une invasion. L'invasion, forcément, détruit, ou en tout cas, comment on dit, l'invasion éprouve les sociétés d'accueil, alors que la migration, elle est si pacifique qu'elle peut s'effectuer de manière silencieuse, sans que la société d'accueil s'en rende compte et réagisse. Et à ce que je sache, les premiers Européens qui sont partis en Afrique n'ont nulle part jamais été attaqués. Et c'est justement ça qui leur a permis d'endormir la vigilance des populations africaines. C'est quand ils sont venus avec des canons que les gens ont commencé à dire « Ah, attention, ces gens-là, c'est pas comme ça. » Or, à ma connaissance, aucun Africain n'est venu en Europe avec des fusils et des canons pour vouloir s'installer, même si aujourd'hui, on veut donner à cela une dimension dramatique. Donc la migration aboutit toujours à une installation pacifique, alors que l'invasion éprouve des sociétés déjà enracinées, parce que justement l'invasion suppose bousculade, conquête, prise de possession. Et le peuple envahi peut être évincé, sinon exterminé, par le peuple envahisseur, comme cela a été le cas en Namibie, dans une partie de l'Afrique du Sud, mais surtout en Amérique, avec les peaux rouges. Il y a eu plusieurs prétextes, parce que souvent quand on parle de cause, certains n'en croient pas, mais ils ont été avancés pour expliquer, pour justifier les déplacements des hommes. Et on peut relever, entre autres, les causes physiques qui sont liées à la pression des changements climatiques. Les sécheresses, la désertification, les accidents locaux tels que les inondations, les éruptions volcaniques. En gros, la migration climatique environnementale pour parler le langage d'aujourd'hui. Il y a des causes démographiques. Trop à l'étroit, un peuple peut se sentir mal à l'aise et chercher un endroit pour un espace vital pour mieux prospérer, ou quand un peuple a été évincé. Et justement, dans les justifications qui sont données pour expliquer l'immigration européenne vers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique au XIXe siècle,
au XVIe puis au XIXe siècle, on parle de l'accroissement démographique en Europe. Mais les recherches ont démontré le contraire. Au XVIe siècle, l'Europe n'était pas surpeuplée. Donc, quelque part, ce n'est pas forcément une cause démographique. Il y a des causes psychologiques. Un drame intime, par exemple le décès du patriarche, l'échec ou la violation d'un tabou, l'inquiétude peut amener un peuple à considérer que son territoire est réprouvé et maudit par les dieux. Il peut se sentir désespéré. Parfois, peut-être qu'il y en a parmi vous, certains ont quitté le pays, le village, parce qu'ils ont fait un mariage raté, où ils n'ont pas pu avoir la main de la fille. Et cela a existé dans toutes les sociétés du monde. Il y a des causes sécuritaires. Les causes sécuritaires, c'est qu'un peuple, un individu, peut être poussé au déplacement, soit parce qu'il a peur de l'autre, le voisin menaçant, agressif, ou alors que chez lui, il ne se sente plus en sécurité pour X ou Y raison. Et il y a les situations politiques des pays, l'instabilité politique, l'éviction de certains, surtout dans nos démocraties modernes, qui nous ont été envoyées comme des camisoles cousues en Europe, où l'opposant n'a plus de place. Et quand on regarde aujourd'hui, les causes des migrations modernes n'ont pas beaucoup changé. Elles se retrouvent dans l'une ou l'autre des catégories que j'ai citées. Mais quand on parle de migration, l'une des migrations les plus importantes, justement connues par l'humanité, c'est l'expansion européenne qui, du XVe siècle, s'est poursuivie jusqu'au XXe siècle. Ça dit de la découverte de l'Amérique, enfin, du Nouveau Monde, en 1492 par Christophe Colomb, jusqu'à pratiquement le XXe siècle, cette migration a concerné l'Europe, l'Amérique, l'Asie, les îles. Et c'était essentiellement, les seigneurs ne se sont jamais déplacés en Europe. C'était les pauvres, les misérables qui sont partis au départ. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que souvent pour peupler ces zones, l'Europe a pris les prisonniers, les bagnards, pour débarrasser la société de ce qu'on appelle les déchets. En France, par exemple, il y a ce qu'on appelle les filles du roi, sous le règne de Louis XV. C'est des rafles qui étaient organisées dans toutes les grandes villes de France pour ramasser toutes les prostituées et aller les jeter en Amérique, surtout au Canada. Ce n'étaient pas les seigneurs, les barons, les ducs qui partaient. Alors, mais cette migration européenne, elle a été si massive qu'elle a dévasté des territoires. Mais elle est surtout devenue définitive. Elle a donné naissance aux États-Unis, au Canada, à tous les pays latino-américains, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, à tous ces pays des îles. Elle est devenue définitive. Elle a imposé une autre façon de peupler. Et surtout, elle a abouti à l'occidentalisation qui a affecté tous les continents. Aujourd'hui, que ce soit l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, que ce soit plutôt l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, aucun de ces continents ne peut se passer d'une part de l'Europe, dû justement à cette migration. Mais attention, bien que ni les Africains, ni les Amérindiens, ni les Asiatiques ne les aient invités, personne n'a parlé d'immigration clandestine, d'immigration irrégulière,
personne n'a parlé d'invasion. Alors que de manière consciente, l'Europe a envoyé très souvent des indésirables sur son sol, les bagnards, les criminels et les prostituées. Alors, il y a eu des hordes d'immigrants européens, mais ça ne pouvait pas être illégal parce que c'était soutenu par les États. C'était entrepris par les États et après par les sociétés et les grandes compagnies à charte. Donc, elle n'était ni mafieuse, ni irrégulière, bien qu'elle a été extrêmement criminelle, pour ne pas dire cruelle, dans la mesure où elle a pratiquement abouti à l'extermination de populations entières dans certaines zones. Alors elle n'était pas régulière, elle n'était pas irrégulière, elle n'était pas sauvage, elle n'était pas frauduleuse, parce que tout simplement, elle se fondait sur un rapport de force. L'Europe avait à l'époque la puissance et l'Europe a colonisé par la force. Vous qui venez ici individuellement, puisque vous n'avez ni la force, vos pays n'ont ni la force, ni le moyen de se justifier ou de justifier vos déplacements, vous êtes considérés comme des criminels, des mafieux qui viennent envahir. Alors, quelles sont les caractéristiques des migrations modernes? Eh bien, les migrations modernes sont d'une toute autre nature comparées aux premières migrations dont j'ai parlé. Ces migrations s'effectuent au travers de frontières étanches, de frontières protégées par des législations spécifiques et parfois exclusives. Les migrations d'aujourd'hui, malgré les contextes et les moyens mis en œuvre pour les entreprendre, n'ont pas de cause nouvelle, comme je l'ai dit tantôt. Il y a toujours, au fond, des raisons économiques. Je vous ai dit que ce n'étaient pas les seigneurs d'Europe qui sont partis en Amérique ou en Afrique. C'était les pauvres. Rappelez-vous de la révocation de l'édit de Nantes, qui a permis aux huguenots français, qui ne pouvaient plus être protestants en France, d'aller peupler les Pays-Bas. Plus de la moitié est allée en Afrique du Sud pour trouver des terres gratuites. C'est des gens chassés de France qui sont allés coloniser l'Afrique du Sud en grande partie et qui ont contribué à imposer l'apartheid. Mais pour comprendre, je crois, les caractéristiques de cette migration, il faut peut-être chercher à donner quelques définitions de la migration. Et il y a une multitude de définitions. Pour l'UNESCO, la migration est un passage de frontières politiques administratives d'un État pour une longue durée. On a franchi une frontière. On est parti pour une longue durée. Et l'Organisation internationale de la migration estime que le migrant est la personne qui, quittant son lieu de résidence habituel, franchit ou a franchi une frontière internationale ou se déplace ou s'est déplacé à l'intérieur d'un État, quel que soit le statut juridique de la personne, le caractère volontaire ou involontaire du déplacement, les causes du déplacement, la durée du déplacement. Et le terme de migrant s'applique aux personnes se déplaçant vers un autre pays ou vers une autre région au fin d'améliorer leurs conditions matérielles et sociales, leurs perspectives d'avenir ou celles de leur famille. Et je crois que cette définition cadre parfaitement avec les causes de la migration moderne. Pour dire plus simple, est considéré comme migrant toute personne séjournant depuis au moins 1 an dans un pays autre que son pays d'origine, son pays de résidence habituel. Ça, c'est une définition
que l'IOM et l'Organisation internationale des migrations a adopté de libre et chaud. En définitive, le migrant est l'individu qui vit dans un pays ou une autre localité qui n'est pas son lieu de résidence. Dans le pays ou la région d'accueil, il devient un immigrant ou un immigré, comme vous l'êtes en Belgique, immigrant ou immigré. Par rapport au Niger, vous êtes un immigré ou un immigrant. Mais au-delà du déplacement, qui n'est pas forcément facile, hein, ce n'est pas simple le déplacement. Au-delà des frontières à franchir, qui sont coûteuses en termes de risques, la décision d'entreprendre une migration est toujours une épreuve, un challenge. Un pari fou, parce que c'est toujours dans l'inconnu que l'on va. On n'a ni père ni mère, ni frère ni soeur. On prend le risque, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est comme celui qui va mettre son trou et sa main dans un trou dans la forêt, il ne sait pas s'il y a un serpent dedans ou un faux blessé qui s'y cache. Alors, toute migration affecte aussi bien la vie des personnes impliquées que celle des personnes qui laissent au pays, les parents, et forcément les personnes des pays d'accueil. Que ce soit entre pays africains, que ce soit en dehors de l'Afrique, qu'elle soit contrôlée ou libre, qu'elle soit régulière ou irrégulière, la migration est toujours audacieuse. Mais elle est consciente parce que c'est volontairement que quelqu'un décide d'aller. Il y en a qui préfèrent rester au pays. Mais une certitude est sûre, c'est qu'elle est parsemée de dangers, elle est parsemée de risques. Et d'ailleurs, je dirais que la seule certitude pour le migrant est qu'il ne maîtrise aucun moment, aucun paramètre, aucune étape de son aventure. Et pourtant, c'est une aventure qui va décider de son avenir, parfois de sa vie. Moi, je pense que la témérité de ceux qui viennent en Europe suffit largement pour en faire des hommes qu'il faut accueillir, des hommes et des femmes qu'il faut accueillir, parce qu'ils ont osé. Nous, les Péreux, on est restés au pays. Mais malgré tous les risques encourus, malgré les milliers de morts dans le Sahara et en mer Méditerranée, c'est toujours le caractère irrégulier de la migration africaine qui est mise en exergue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle migration irrégulière? C'est la migration qui ne respecte pas les règles d'entrée et ou de séjour des pays d'accueil. Elle est de ce fait illégale. Elle expose les contrevenants à la rigueur des législations nationales qui sont devenues de plus en plus dures, de plus en plus contraignantes, de plus en plus haineuses à l'endroit de l'étranger. Parce que le migrant, quel que soit son statut, quelle que soit sa qualification, est d'abord considéré comme un étranger. Et l'étranger, puisqu'il n'est pas bien connu, il y a toujours la crainte, la méfiance et toutes les malédictions du bouc émissaire qu'on lui attribue. Dès que quelque chose ne va pas, c'est l'étranger. Dès qu'il y a le chômage, c'est l'étranger. Dès qu'il y a la maladie, c'est l'étranger. Dès qu'il y a le viol, c'est l'étranger. Malheureusement. Et la caractéristique principale de la migration moderne, c'est qu'elle est de plus en plus incontrôlable. Mais elle concerne tous les continents. Elle vient de toutes les directions. Ce que Trump dénonce en Amérique n'est pas moindre par rapport à ce que vit l'Europe. Mais la manière dont l'Europe s'épouvante risque de conduire
à des conditions de déshumanisation. Eh bien, nous, ce qui nous intéresse, c'est la migration en provenance d'Afrique, particulièrement l'Afrique subsaharienne, où se trouve le Niger. Eh bien, au départ de l'Afrique subsaharienne, les migrations empruntent essentiellement la route du Sahara. Et là, il y a deux routes. D'Algérie ou de la Libye, c'est la rue de la Méditerranée centrale qui passe par l'Italie ou Malte. Elle est devenue prépondérante depuis 2013. Vous savez pourquoi? Parce que l'Europe et l'Amérique ont choisi de détruire la Libye et de libérer les démons qui dormaient. Il y a une partie des migrants qui passent par le Sahara occidental, l'ouest du Sahara, la route de l'ouest, qui passe par le Maroc et par le Sénégal et le Maroc pour conduire vers l'Espagne et le Portugal. Mais on a oublié Ceuta et Melilla. C'est surtout la Méditerranée qui fait un problème. Et quand on regarde, même en direction de l'Europe, jusqu'à une date récente, les migrations vers l'Europe avaient pour destination principale les anciennes puissances coloniales. La France, la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal. Ce n'est pas nous qui sommes allés les chercher, c'est eux qui sont allés nous chercher. Ils nous ont imposé leur culture. Ils nous ont intégrés à leur système d'économie. Ils nous ont volé tout ce qu'ils peuvent prendre chez nous et ils ne veulent pas qu'on vienne réclamer quelque chose d'eux. Il y a un problème. Alors, on constate de plus en plus que cet attrait vers les anciennes puissances coloniales, si elles pouvaient s'expliquer par le passé culturel et historique qui les lie à leur ancienne colonie, on constate que la tendance a beaucoup évolué et des pays qui n'ont pas eu de passé colonial, comme les pays nordiques, comme l'Allemagne qui a été dépossédée de ses colonies, et même la Russie, sont désormais considérés par la migration africaine. Alors, pour mieux la stigmatiser, elle est exagérée, elle est volontairement amplifiée, parce qu'il y a des questions électorales. Il faut ameuter l'opinion publique pour avoir les voix. Il y a quelques années en France, ceux qui ne trouvaient pas de petit boulot se plaignaient du plombier polonais. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les opinions publiques ont besoin d'émotions et les hommes politiques profitent pour provoquer et amplifier cette émotion en brandissant l'épouvantail de la migration. Mais quand on regarde malgré tout ce tapage-là, et les documents sont formels, dans le cas de l'Afrique de l'Ouest particulièrement, les migrations sont fondamentalement intra-régionales. 85% des migrations ouest-africaines restent en Afrique de l'Ouest. Sur 100 personnes qui ont quitté chez elles en Afrique de l'Ouest, les 85 se retrouvent dans des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a que 15% qui sortent de l'Afrique de l'Ouest. Je ne dis pas qu'ils viennent en Europe, hein. Ils vont dans d'autres pays. Mais alors pourquoi tout cet entamar? En tout et pour tout, il y a plus de 8 millions d'Africains de l'Ouest qui restent en Afrique de l'Ouest en 2011. Alors, et même les 15% là d'Africains de l'Ouest qui quittent leur village ou leur pays, les 15% là, quand on regarde le gros, se trouve en Afrique du Nord, en Algérie, en Libye.
L'Algérie, par exemple, la Libye plutôt, a accueilli 682 000 étrangers, soit 10,4% de sa population, en 2009. Le Maroc en a accueilli 242 000. Le Maroc, 49 000. L'Égypte, 24 500. Même si, en vérité, bon, il ne faut pas se le cacher aussi, il y a des migrations qui ne sont pas tenues, qui n'existent pas, qui se font en dehors de ces statistiques. Donc, dans tout ce qu'on dit là, les Africains de l'Ouest, sur les 15% qui quittent là, la majorité reste en Afrique du Nord. Et quel est le problème du Niger? C'est que dans ces départs, le Niger est reconnu comme étant le principal pays de départ, le point de départ, puisque c'est le dernier pays traversé pour atteindre la Libye ou l'Algérie. Voilà notre problème. Mais quand on dépouille l'origine de ce départ, on se rend rapidement compte que le Niger n'est que tout simplement la dernière étape du parcours. L'essentiel des migrants en partance pour le Nord provient de pays comme la Gambie, le Sénégal, le Mali. Gassama est passé par le Niger. Le Cameroun, le Ghana, etc. Et ce rôle de pays de transit fait du Niger un hub. Mieux, on dit même le principal couloir de la migration vers le Nord. Alors qu'en réalité, le Niger est juste victime de sa position charnière de pays de transition entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. Et c'est ça qui place le Niger au carrefour de toutes ces migrations. Parce que précisément, du vivant de Kadhafi, la Libye étant extrêmement riche, les Libyens ne travaillaient pas. Il y a eu une sorte d'appel d'air. La Libye représentait un Eldorado. Et les Algériens étant le premier pays d'Afrique à s'être approprié ces richesses, l'Algérie avait aussi besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Mais on oublie surtout dans cette affaire qu'avant qu'il n'y ait de frontières de la Libye, de frontières de l'Algérie, les peuples de part et d'autre des actuels pays Niger, Algérie, Libye, ces peuples traversaient le Sahara sans se demander s'ils étaient au Niger, en Algérie ou en Libye. C'est quand même par le commerce transsaharien que les arabo-berbères musulmans ont alimenté l'Europe en produits africains. C'est à travers le Sahara que ces commerçants ont ravitaillé l'Arabie, les pays d'Arabie, en produits africains et surtout en esclaves, puisque c'est eux qui ont donné le modèle de l'esclavage pour la culture de la canne à sucre dans la plaine du Châtel arabe. C'est eux qui ont donné ça aux Européens, que les Européens ont imité. Donc la Libye de Kadhafi faisait figure d'une sorte d'Eldorado, ça attirait. Et d'ailleurs, chez mes cousins Touareg de la région d'Agadez, quand vous n'allez pas en Libye, le mariage était impossible. Tout comme en pays Songhay, quand vous n'allez pas au Ghana, vous ne pouvez pas vous marier. Il y avait même des chansons qui étaient dédiées pour attaquer ce qu'on appelle diawisés, les gens qui ne bougent pas. Donc, c'est un phénomène normal, historique, qui a été amplifié par les richesses de Libye et d'Algérie. Mais en détruisant la Libye, l'Europe et l'Amérique, surtout Bush et Sarkozy, ont créé un chaos sécuritaire. Et le chaos sécuritaire a fait naître chez beaucoup de jeunes Africains l'espoir et la tentation
d'un passage facile vers l'Europe. Je veux dire que la première responsabilité incombe d'abord à l'Europe. Si les gens se sont rués de manière massive en Libye, des aveugles, des lépreux, qu'on allait recruter, que des trafiquants prenaient, pour faire traverser le désert, les amener en Algérie, sans y être préparés, sans y être avertis, très peu de Nigériens, beaucoup d'autres nationalités, qu'on vient déverser dans le désert, que les autorités nigériennes sont obligées de ramasser pour sauver, de les amener dans les villes. Le Niger est un pays d'accueil parce que ceux que les autres refoulent, c'est nous qui les accueillons. Mais le Niger est un pays d'accueil dans les années 90, qui sont venus en grande masse avec leurs troupeaux de chameaux et qui ont pesé lourdement sur l'écosystème de la région de Difa, au point de provoquer des conflits communautaires. Cadre permanent de concertation sur la migration, qui est financé par l'Union européenne. Et le secrétaire permanent m'a fait savoir que malgré le tapage médiatique qui est orchestré, sur l'ensemble des migrants au départ du Niger, en direction du Nord, seul 1% passe en vérité vers l'Europe. Le gros reste en Afrique du Nord, comme je l'ai dit tantôt, en Libye et en Algérie. Et, après vérification, une enquête réalisée par le réseau Exodus, qui a porté sur 1026 personnes interrogées, sur un échantillon de 8000 migrants, au niveau de Dirkou, que 12% des migrants partaient vers l'Algérie, 42% vers la Libye. 12 plus 42, ça fait 54%. Et en réalité, dans les 54%, l'essentiel est non nigérien. Alors, la particularité de cette migration,